Tout le monde est bienvenu au forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale du Centre international pour les journalistes basé à Washington. Vous me connaissez déjà, mais pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Kossi Balao, journaliste scientifique et le directeur de ce forum. C'est un forum que nous avons lancé il y a 5 mois en partenariat avec le réseau international des journalistes pour offrir de l'aide, des ressources et des opportunités aux journalistes qui couvrent cette crise sanitaire afin d'améliorer la couverture de cette pandémie. Donc, dans le cadre de ce forum, nous organisons un webinaire hebdomadaire et aujourd'hui, c'est le 16e webinaire que nous organisons et dont le thème porte sur comment interpréter les chiffres de la. Nous sommes organisés ce webinaire qui vise à aider les journalistes qui ont du mal à interpréter les statistiques de la COVID-19 et à bien rendre compte de la maladie, de bénéficier des connaissances qui peuvent les aider à couvrir la pandémie avec les données et aussi pour savoir comment analyser les chiffres et mieux expliquer la COVID-19 à leurs lecteurs. Et pour les participants qui nous suivent et qui ne sont pas journalistes, c'est un webinaire qui répond à toutes les questions que vous vous posez autour du coronavirus. Pourquoi est-il si compliqué de comprendre la pandémie? Pourquoi les chiffres sont-ils difficiles à cerner? Pourquoi les manifestations cliniques de la maladie diffèrent d'une personne à une autre? Et à quel point le virus est-il mortel? Pourquoi tant de confusion? Pour discuter de cette thématique, nous accueillons 3 grands experts. Le docteur Gérard Modrus, qui est chirurgien urologue. Il a présidé pendant 18 ans et jusqu'à la fin de 2015, la Caisse autonome de retraite des médecins de France. Et il est également l'auteur d'un ouvrage « Retraite, le mensonge permanent » qui a reçu le prix Turgot catégorie grand public. Durant cette pandémie, il alimente régulièrement son blog et il y a sur ce blog de très bonnes informations. Nous recevons également Madame Marie Poussin. Elle est d'état journaliste chez le journal Le Figaro et elle est l'auteur d'un excellent article sur la difficile interprétation des chiffres de la pandémie publié le 26 mars. Et comme vous l'aurez remarqué, c'est ce thème qui fait l'objet de ce webinaire. Notre troisième invité, c'est M. Maurice Nindayishim. Il est doctorant à l'Institut africain des sciences mathématiques et membre de la force d'intervention Task Force mise en place par le gouvernement rwandais pour travailler sur la modélisation et la prédiction de la propagation de la COVID-19. Il est également expert dans le domaine de la science des données et enseignant au Collège de la science et technologie de l'Université du Rwanda. Merci à nos 3 panélistes d'avoir accepté notre invitation pour participer à ce webinaire qui sera suivi par plus de 1000 journalistes qui sont membres de notre forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. Si vous avez des questions à poser durant le webinaire, vous pouvez le poster dans les commentaires sous la vidéo qui est en live sur Facebook. Et pour les participants qui nous suivent sur Zoom, vous pouvez le faire directement dans la boîte de discussion ou la boîte de chat qui est juste en bas de vos écrans. Pour les participants qui n'ont pas la parole, je leur prie, les panélistes plutôt, je vous prierai de désactiver votre micro afin qu'il n'y ait pas de bruit dans le son et pour que les participants puissent bien nous entendre. Nous allons commencer avec la première question qui sera adressée au docteur Gérard Modrus. Docteur, dans votre article intitulé COVID-19, interpréter les chiffres, publié le 13 mars sur votre blog, vous informez, vous dites que beaucoup s'interrogent sur la gravité, la morbidité, la mortalité, la contagiosité de la maladie, ayant du mal à interpréter les chiffres. Et ma première question, c'est de savoir pourquoi l'interprétation des chiffres de la pandémie pose problème. Bonne question et vaste question, comme ça, à brûle pour point. Pourquoi ça pose problème? Parce qu'il y a différents chiffres et ils conduisent pas tous à la même conclusion. Vous avez les chiffres du dépistage, combien on dépiste, combien sont positifs. Vous avez les chiffres du nombre de malades, ce n'est pas les mêmes parce que vous avez énormément de faux positifs dans le dépistage et vous avez également des porteurs sains. Donc vous avez les malades. Et ensuite, il y a d'autres chiffres qui, eux, vont donner la gravité de la maladie, parce qu'apparemment, c'est une maladie virale comme une grippe saisonnière, mais peut-être un peu plus grave, pas sûr, je vous expliquerai pourquoi. C'est les chiffres d'entrée en réanimation ou d'hospitalisation. Donc là, ça montre réellement la gravité de la maladie. Et puis après, vous avez le chiffre des décès qui est important, je trouve. C'est un échec de la réanimation quelque part, parce que 40 à 50% des gens qui rentrent en réanimation n'en ressortent pas. Donc tous ces chiffres sont différents, peuvent mener à des conclusions différentes.
D'où les difficultés. Et ensuite, c'est difficile d'interpréter dans le même pays d'une période à l'autre, parce qu'au mois de mars, on ne testait personne, on ne testait même pas tous les malades. Donc il y avait beaucoup de positifs, beaucoup de malades, beaucoup de morts. Aujourd'hui, on teste tout le monde, donc on a plus de positifs et on a moins de morts proportionnellement. Et puis d'un pays à l'autre, qu'est-ce qui est un mort? Qu'est-ce qu'un mort du Covid ou pas? Parce qu'il y a des pays où on va tester tous les morts pour savoir s'ils ont eu le Covid ou pas, des pays où on ne le fait pas, et des pays où quelqu'un meurt d'autre chose, mais il est positif, on va le compter dans les Covid, puis dans d'autres pays, on ne va pas les compter. Donc c'est difficile de comparer d'un pays à l'autre. Il y a un bon indicateur dont on ne parle pas souvent, c'est la mortalité annuelle, mois par mois. Et on s'aperçoit en France depuis 3-4 mois qu'il y a moins de morts que l'année dernière et que l'année précédente. Moins de morts journaliers, toutes causes confondues. Donc voilà, il y a tout ça. Si on prend les uns les autres, on peut avoir des conclusions différentes ou des interrogations différentes. Donc, est-ce à dire que ce sont les moyens de collecte de ces données qui compliquent l'interprétation des chiffres? Alors, les moyens de collecte, c'est encore pire, parce que on voit il y a des hôpitaux qui ont transmis tous leurs chiffres cumulés pendant 3 mois, ils n'avaient rien fait avant. On a des courbes qui sont, vous les voyez, c'est dans beaucoup de pays pareil, on ne mord pas le dimanche. En fait, pourquoi les laboratoires sont fermés et on ne fait pas la statistique le dimanche? Donc, ce serait intéressant plutôt de lisser ça. Les morts dans les EHPAD, dans les établissements de personnes âgées, on les a cumulés pendant longtemps, puis tout d'un coup, on a eu 10 000 morts de plus. Et pareil, aujourd'hui, on les donne une fois par semaine, mais je me suis aperçu hier dans Santé publique France qu'ils ont donné les chiffres des EHPAD du jour. Donc, on ne sait plus si il va falloir les enlever dans 8 jours ou pas, ou s'ils sont comptés dedans, ou s'ils sont repassés à chiffre journalier. La collecte des données, c'est pas évident, ça change d'une semaine sur l'autre. Madame Coussin, vous dites aussi dans votre article que les données utilisées pour rendre compte de l'épidémie présentent toutes les biais statistiques importants. Quels sont ces biais? Il y a une partie des biais qui ont déjà été évoqués par M. Mandrux, pardon, juste à l'instant. C'est vrai que, en fait, ce qui est difficile à envisager, surtout quand on est dans un virus comme ça qui mobilise quasiment toute la planète, on a du mal à comprendre que finalement, on n'est pas des chiffres fiables et précis sur ce phénomène. Mais en fait, la nature de ce virus aussi, le fait qu'il soit inconnu et le fait qu'il soit arrivé finalement très rapidement et que ce soit un peu propagé partout, fait que les structures de collecte de données, effectivement, n'étaient pas spécialement adaptées à l'idée de collecter ce genre de données, de les collecter en temps réel et quasiment au quotidien. Donc, c'est vrai que pendant longtemps, en France, par exemple, on a eu, mais déjà qu'à partir du 18 mars, ce qui est quand même finalement assez tard, les données sur les hospitalisations et qui étaient en fait effectivement que les personnes hospitalisées qui avaient déjà été testées positives au Covid. Donc, c'était vraiment qu'une petite partie émergée de l'iceberg en fait qu'on pouvait constater. Effectivement, après l'INSEE, donc nous, l'Institut là en France, a donné les cas de surmortalité. Donc, chaque semaine, il donnait un peu le nombre de décès. Mais là aussi, c'était tous les décès, toutes causes confondues. On ne savait pas identifier là-dedans quelle était la part liée aux causes vraiment aux morts du Covid. Donc, c'est vrai qu'on est un petit peu obligé de faire des analyses ou des photographies à partir de statistiques qui sont un peu biaisées. Mais j'ai envie de dire, un peu comme toutes les statistiques, non pas qu'elles sont toutes biaisées, mais qu'elles sont toutes très spécifiques et toujours collectées dans un but précis. Donc, ça a plutôt mis en valeur voilà, le fait que, de toute façon, les statistiques étaient toujours la photographie d'une réalité un peu spécifique. C'était difficile d'avoir exactement la photographie complète, et encore plus quand on rajoute le niveau effectivement mondial où on veut comparer d'un pays à l'autre, où là même effectivement juste les statistiques de décès ou les statistiques d'hospitalisation ne vont pas du tout être comptabilisées de la même façon d'un pays à l'autre, ne vont pas être remontées
à la même heure, suivant le même fuseau horaire. Et encore, il y a quand même des plateformes qui ont fait un gros travail. Hein. L'université de Johns Hopkins qui a servi un petit peu à tout le monde. Le Centre européen aussi de recherche sur les maladies a fait beaucoup de travail de collecte et d'uniformisation de données. Mais c'est vrai qu'on n'a pas une situation qui est très simple pour traiter des statistiques sur ce sujet. Madame, vous êtes une journaliste, vous êtes une data journaliste et vous êtes au quotidien confronté avec les chiffres et les statistiques. Mais ce n'est pas le cas pour la plupart des journalistes qui ne sont pas data journalistes. Mais comment ces journalistes peuvent-ils expliquer cette pandémie à leurs lecteurs? Ont-ils forcément besoin d'avoir recours aux chiffres et comment doivent-ils procéder? Je pense qu'effectivement, c'est important d'utiliser des chiffres, c'est sûr. Pour procéder au plus simple, je pense qu'il faut utiliser les indicateurs les plus faciles, entre guillemets. On va dire peut-être nombre de décès, nombre de cas, nombre d'hospitalisations. Et surtout, essayer de bien expliquer au lecteur ce que ça recouvre. Je pense qu'on peut utiliser beaucoup de chiffres à partir du moment où on dit, bah voilà, bon, par contre, les décès, il faut bien avoir en tête qu'il peut y avoir un décalage, par exemple, de quelques jours sur les données. Voilà. Donc, ce serait plutôt d'avoir bien en tête ce côté pédagogique quand on utilise des chiffres. Et voilà, dire que, évidemment, après, souvent, c'est des estimations, qu'il ne faut pas faire prendre ça comme une vérité brute, mais que ça peut éclairer, par contre, la situation. Alors, nous revenons maintenant au docteur Maurice. Au Rwanda, nous savons que les mathématiques sont très utiles dans une situation comme celle de la pandémie actuelle. Et au Rwanda, votre équipe travaille au quotidien sur les chiffres et les prédictions sur la COVID-19. Mais dites-nous, est-ce que vos modèles sont-ils trop optimistes ou trop pessimistes? Je dirais que, comme les autres panélistes l'ont dit, il y a aussi une partie, il y a les chiffres, mais il y a aussi des stratégies que les gouvernements ou les gens qui prennent les décisions utilisent. Par exemple, comme le docteur Matrix l'a dit, au départ, on testait peu de personnes, mais dans les 2 derniers mois, c'était comme si, pour montrer que vous faites quelque chose, que vous êtes en train de combattre le virus, il faut tester tout le monde, il faut faire le maximum de tests. Et c'est ce qui a conduit à un nombre exorbitant de tests positifs et qu'on ne peut pas expliquer comment on a beaucoup de tests positifs, mais les morts ont diminué parce que, comme le docteur l'a dit, peut-être qu'il y a des faux positifs. Mais si on utilise les modèles mathématiques, je dirais que dans les 3-4 mois qui ont commencé, on avait des modèles qui prédisaient vraiment exactement l'évolution de l'épidémie. Mais avec ce dépistage, si je peux dire, intense, il y a eu des grands nombres de personnes positives que même les modèles mathématiques ne peuvent pas expliquer. Je voudrais savoir, est-ce que vos modèles mathématiques sont-ils justes? Est-ce qu'on peut se fier à vos calculs? Bon, les modèles qu'on utilise sont des modèles compacts, donc on ne va pas étudier les dynamiques internes d'une population, mais on va prendre la population comme une chose compacte. Alors, on va voir s'il y a des sources d'infection qui viennent de l'extérieur ou bien s'il y a des contaminations internes. Et puis, avec le taux de contamination qui préviennent de l'extérieur et le taux de contamination interne, on peut dire que d'ici 2-3 jours, une semaine ou 2 semaines, il y aura autant de malades. Mais les modèles, ils ont été utilisés avec succès en Chine, ils ont été utilisés avec succès dans d'autres pays de l'Europe, je pense en Allemagne ou quelque chose comme ça. Et ici, on les a utilisés surtout pour des raisons de planification et ça a très bien marché jusqu'à maintenant.
Docteur Gérard, nous savons que la COVID-19 n'est pas un virus bénin, ce n'est pas non plus un tueur très efficace comme par exemple le MERS ou le virus Ebola. Mais dites-nous, à quel point le virus est-il en fait mortel? Alors, un bon moyen de comparaison, c'est la grippe saisonnière. Alors, on sait qu'on a eu, alors pour les chiffres de la France, grosso modo, c'est 8 000 morts chaque année. On a eu jusqu'en 68, je crois, jusqu'à 20 000 morts. Donc, c'est un bon moyen de comparaison. On ne va pas comparer avec la grippe espagnole, qui était sans doute un coronavirus, mais ça n'a rien à voir. Pareil avec Ebola, etc. Donc, la grippe saisonnière, est-ce que c'est plus ou moins méchant que la grippe saisonnière? Je pense que c'est plus méchant, mais pas tant que ça. Pourquoi? Grippe saisonnière, 8 000 morts, mais toute la population à risque, celle qui meurt, les plus de 65 ans, ils ne sont pas tous vaccinés, mais presque. Il doit y avoir 60-70% des anciens qui sont vaccinés. Or, pour le coronavirus, ils ne sont pas vaccinés. Donc, si vous mettez la grippe saisonnière chez des gens qui ne sont pas vaccinés, je pense qu'on va arriver à 20 ou 30 000 morts chaque année. Donc, si on avait un vaccin pour le coronavirus, on retomberait peut-être à 8 000 morts, voire moins. Donc, ce n'est pas certain que ce soit plus méchant. Je pense qu'il faut la mettre au même niveau que la grippe saisonnière, tant en matière de contamination. Le seul problème, elle est plus grave parce qu'on n'a pas de traitement et qu'on n'a pas de vaccin. Sinon, je pense qu'on peut dire que c'est un peu ou prou une grippe saisonnière moyenne. Pas une bénigne, mais une grippe saisonnière moyenne. Je pense. Hein. Maintenant, peut-être que les chiffres sont différents dans un an, mais ce qu'on voit depuis 6 mois, c'est à peu près ça. Êtes-vous pour les vaccins? Pour le vaccin, oui, mais il ne faut pas se précipiter. Il y a des effets à long terme. Ce n'est pas comme un médicament où on voit tout de suite si ça marche, si ça ne marche pas, etc. Donc, c'est sûr qu'il en faudra. Maintenant, certains disent que le virus, regardez le sida, ça fait 30 ans qu'on attend. C'est un virus à ARN. Là, c'est un virus à ARN. Est-ce que ça va marcher ou pas? On souhaite que ça marche, mais on n'en sait rien. D'accord. Madame Toussaint, vous dites aussi hein, dans votre article que le virus n'atteint pas tout le monde de la même façon. Et c'est une vérité parce que les manifestations cliniques diffèrent d'une personne à une autre. Certains ne vont pas développer ne vont développer aucun symptôme. D'autres, quelques symptômes. Certaines personnes guérissent sans même traitement. D'autres doivent passer par des services de réanimation. Dès lors, quel est le meilleur indicateur pour comparer les pays? C'est effectivement pour ça qu'on reste beaucoup sur les hospitalisations et les décès, puisque comme ça, on sait quelque part que c'est des gens qui sont infectés et qui ont déjà un certain nombre de symptômes suffisamment graves pour pouvoir être admis à l'hôpital ou en tout cas être suivis. Mais ce qui est vrai, c'est que si ça permet d'évaluer un petit peu le nombre de malades et la létalité de ce virus, par contre, pour tout ce qui est effectivement personnes asymptomatiques ou avec des symptômes faibles qui sont en plus souvent pas forcément testés mais qui restent chez eux pour ne pas contaminer, effectivement, toute cette partie-là, ça reste toute une partie qui est pour l'instant très peu documentée par les statistiques. Un petit peu par le nombre de tests, du coup, mais on a voilà, très peu d'informations encore sur ce volet-là et qui est en plus un des volets peut-être les plus inconnus de ce virus, parce que c'est vrai que à la fois les personnes asymptomatiques, mais les personnes qui ont des faibles symptômes, et aussi maintenant on se rend compte qu'il y a des personnes qui ont des symptômes mais qui vont durer pendant très très longtemps. Je pense que ça c'est aussi une des grandes questions à traiter et pour laquelle on a peu de statistiques finalement. Docteur Gérard, que conseillez-vous par exemple à un journaliste qui veut comparer les pays et veut produire un article vraiment excellent? Réfléchir et du bon sens. Il faut que ces chiffres, avant de sortir des chiffres, en disant est-ce qu'ils sont cohérents ou pas, est-ce que je me suis trompé, est-ce que c'est les autres qui se trompent, voir si c'est pareil que les autres, et puis il faut surtout beaucoup de bon sens. Moi, c'est ce que vous avez dû constater sur mon blog. Je sors des choses différentes parce que je réfléchis différemment avec du bon sens. J'aimerais revenir sur les propos de Mme Poussin et surtout sur la question que vous lui avez posée à propos des différences d'un pays à l'autre. Il y a une hypothèse dont on ne parle pas, ou très peu maintenant, et que j'ai émise moi, dès le mois de mars, c'est en regardant la carte mondiale des décès et des contaminations,
c'est le facteur ethnique. Pour moi, regardez les jaunes, regardez les noirs africains, ils sont moins touchés que les Européens. Et pas seulement, je dis ethnique et chromosomique, mais pas racial. Pourquoi? Parce que le noir américain, il semble plus touché que le blanc américain. Donc pour moi, il y a manifestement quelque chose dans les chromosomes qui fait qu'on est plus ou moins sensible. Et ce qui m'a fait dire ça, ça m'avait frappé, c'était une famille aux États-Unis, sur 10 ou 12 personnes qui l'avaient touché, dans la même famille, hein, très proche, les parents et les enfants, il y avait 5 morts. Donc ceux-là, manifestement, ils avaient quelque chose dans leur chromosome qui les rendait sensibles au Covid. Docteur, vous n'aimez pas qu'on vous appelle docteur, mais bon, Boris, on va y aller comme ça. Pas trop à ça, allez. D'accord. Nous savons que les prédictions de l'OMS pour l'Afrique étaient vraiment très sombres, apocalyptiques, et l'OMS avait prédit même le pire, mais nous constatons aujourd'hui que le pire n'a pas eu lieu, l'apocalypse n'a pas eu lieu, et l'OMS cherche à comprendre maintenant les raisons pour lesquelles l'Afrique est aussi résiliente. Docteur Maurice, dites-nous, est-ce que ça voudra dire que nous devions vraiment méfier des statistiques? Je ne dis pas qu'il faut se méfier des statistiques, mais beaucoup de médicaments qu'on utilise en Afrique et même des vaccins, ils ne sont pas fabriqués en Afrique. Des fois, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Peut-être on ne sait même pas parce qu'il n'y a pas eu une étude locale conduite par des pays africains pour voir si les médicaments fonctionnent. Par exemple, British Medical Journal, le journal médical de la Grande-Bretagne, ils ont dit que sur 3000 personnes, ils ont fait des études sur 3000 personnes qui ont reçu des interventions médicales et ils ont vu que 50%, la moitié, donc dans les réponses qu'ils ont données, ne connaissent pas l'efficacité ou l'effet des médicaments qu'ils ont reçus parce que ils ne sont pas guéris et ils ne sont pas ils ont eu peut-être des complications à cause de la maladie. Pour cela, je voulais dire qu'en Afrique, les prédictions qu'on avait faites, on comparait avec les chiffres qui s'étaient manifestés en Chine et en Europe. Et puis, si on compare les systèmes sanitaires, il fallait prédire une catastrophe. Mais parce que ici, il y a comme le docteur Gérard l'a dit, il y a une différence dans les gènes, il y a une différence dans les chromosomes, mais aussi il y a des antécédents médicaux, il y a des vaccins qu'on reçoit quand on est jeune, parce que comme moi j'ai reçu plus de 10 vaccins, et il y a aussi une possibilité qu'il y ait eu un coronavirus qui a provoqué des anticorps dans nos corps qu'on ignore, parce que en Afrique, dans beaucoup de pays d'Afrique, quand tu as un grippe simple, tu ne vas pas chez le médecin. Même si tu vas chez le médecin, on ne va pas tester pour dire que c'est telle souche ou telle souche. On te donne des médicaments sans même te dire c'est un coronavirus ou ce n'est pas un. Donc, il se pourrait qu'il y ait un coronavirus peut-être similaire au coronavirus qu'on a maintenant, hein, qui s'est produit en Afrique bien avant et qu'il y a eu des anticorps dans le sang de beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que ces personnes, même s'ils sont atteints par le virus, il n'y a pas d'effet. Vous avez des pays comme la Tanzanie, ils n'ont même pas, n'ont rien fait contre le virus. Des pays comme le Burundi n'ont rien fait. Et puis, s'il y avait eu une catastrophe dans ces pays, on aurait su. Donc, oui, je dirais que c'est plus l'antécédent médical donc c'est l'antécédent médical. Il y a eu des maladies qu'on ignore, il y a aussi des médicaments qu'on prend qui ont peut-être d'autres effets qu'on n'a pas eu des études pour étudier ces effets. Je reste toujours avec vous dans le cadre des chiffres et des statistiques qui m'intéressent beaucoup. Vous êtes membre de la task force mise en place par le gouvernement rwandais. Mais dites-moi, est-ce que vos chiffres permettent au gouvernement rwandais de savoir ce qui va se passer et les mesures qui doivent être prises? Oui, jusqu'à maintenant, vraiment, ça a bien fonctionné. Je pense que c'est même publié, vous pouvez voir les chiffres sur le site du centre rwandais, centre biomédical rwandais. Je peux vous envoyer un lien.
pas mettre le lien peut-être dans la boîte de discussion ou après l'envoyer pour le partager avec les participants qui nous sont. Je reviens vers Madame Toussaint pour demander, lorsque par exemple dans les pays africains, vous avez des statistiques qui viennent très tardivement, comment arriver à donner de bonnes informations aux lecteurs? C'est une question, un participant qui pose cette question. Oui, quand les données arrivent tardivement, alors c'est un peu au cas par cas. Il y a des fois, on arrive à recoller un petit peu des séries ou s'il nous manque des données entre certains jours, on peut, sans que ça soit la donnée exacte, entre guillemets, tirer la courbe pour relier deux points et avoir un petit peu le sentiment quand même général qui se dessine. Après, quand il y a trop de trous dans les données ou que vraiment c'est trop tardif, là, des fois, ça devient compliqué effectivement de les utiliser en tant que tel. Docteur Gérard, est-ce qu'une immunité collective est-elle possible? Elle est possible, alors, je dirais oui ou non. Bon, déjà, elle est souhaitable. Une fois qu'on est touché, on ne sera plus touché, sauf quelques exceptions, hein, on en a cité une, mais il faut pas généraliser. Donc, une fois qu'on a eu la maladie, on a des anticorps, on est protégé. Maintenant, combien de temps? Regardez le tétanos, vous allez être protégé avec le vaccin pendant 20 ans, la tuberculose, c'est à vie, mais la grippe saisonnière, c'est quelques mois seulement. Donc, le coronavirus, on n'en sait rien. Et si on est protégé que 4 mois, 6 mois, on n'arrivera jamais à l'immunité collective, puisqu'on pourra la réattraper alors qu'on l'a eu il y a 6 mois, comme ça, et ça évolue lentement. Il manque une chose dans l'immunité collective, et ça, je ne comprends pas. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas au gouvernement, mais on est capable de la définir aujourd'hui. Vous prenez un panel, et là, les instituts de sondage savent le faire, de 1000 personnes représentatives de la population. Vous les testez tous de manière sérique pour savoir s'ils ont des anticorps ou pas, et vous avez l'immunité précise. Aujourd'hui, on ne sait pas. Il y a quelques mois, on parlait de 6 ou 7%. Aujourd'hui, on s'étonne d'un indice qui augmente. On a de plus en plus de positifs sur le nombre de testés. Mais c'est normal, si on teste tout le monde, qu'on se rapproche de l'immunité collective. Si elle est de 15%, eh bien ces taux qu'on cite aujourd'hui, qu'on trouve forts à 7,5%, ils vont tendre immanquablement vers 15%. Donc aujourd'hui, on ne sait pas, et c'est dommage. Si on est à 6, on y était il y a quelques mois, si on est à 15, on est au pifomètre, on nous sort n'importe quoi, alors que ça, c'est quelque chose, c'est un indicateur qu'on pourrait avoir de manière précise, avec un travail simple. En quelques jours, on peut l'avoir. On ne l'a pas. Donc, on ne sait pas où on en est pour l'immunité collective. Alors maintenant, on parle de 60%. Je ne suis pas épidémiologiste, je ne sais pas, ça dépend d'une maladie à l'autre. Ça dépend du taux du R0, du taux de reproduction. Mais pour pouvoir en parler, il faudrait savoir où on en est. On n'en sait rien. Est-ce qu'on est à 10, à 20, à 30? Personne ne le sait parce qu'on ne le cherche pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut chercher. En France, Arnaud Fontanet, maître de l'Institut Pasteur à Paris, ont fait certains calculs qui ont été publiés dans Nature Review Immunology. Mais selon ces calculs, pour la France, ils estiment 100 000 à 450 000 morts dans le cadre d'une stratégie d'immunité collective. On a entendu beaucoup de choses pour le Covid, beaucoup d'erreurs. Il y en aura encore. Il fait un peu ce qu'il veut, le Covid. Il déjoue un peu tous les pronostics. Hein. Il y a des gens qui ont dit qu'il n'y aura pas de deuxième vague, alors qu'on n'en savait rien. Il y en a une. Il y aura peut-être une troisième vague, je ne sais rien. Moi, je ne suis pas voyant. Et ces gens qui sortent ce genre de chiffres avec des calculs mathématiques théoriques, vous savez, les experts se trompent souvent dans tous les domaines. Koussan, quel est le vrai défi pour un journaliste qui fait des reportages sur la COVID-19? Quels sont les défis que vous avez rencontrés, par exemple, dans le cadre dans l'exercice de votre métier? La difficulté, c'est aussi qu'on n'est pas forcément des experts journalistes scientifiques ou journalistes médicaux. Donc, alors que souvent, je pense qu'il y a certaines connaissances qu'il faudrait pour
pour remplir à bien ses missions. Alors heureusement, au Figaro, on a la chance d'avoir un service santé qui est assez conséquent, de plusieurs personnes et qui suivent ce genre de sujet depuis longtemps. Ce qui fait que nous, par exemple, sur la partie statistique, on a vraiment pu s'appuyer aussi sur eux à certains moments en se disant bah, tiens, nous, avec les chiffres, on voudrait bien essayer ça, ou, voilà, mais on n'arrive pas trop à savoir ce que ça veut dire. Et du coup, de pouvoir s'appuyer sur leur expertise à eux. Parce que les experts, après, même de Santé publique France ou des agences de santé, bon, surtout les premiers temps, ils avaient autre chose à faire que de répondre à des questions. Donc, je dirais que la difficulté, c'est un petit peu ça, c'est d'arriver à faire son métier quand même dans un contexte qui est pas forcément habituel et bah, de le faire comme on disait tout à l'heure, avec effectivement bon sens et la volonté d'informer, quitte à des fois ne pas faire des choses quand finalement on ne sait pas ce que ça veut dire ou on ne saurait pas, ou voilà, finalement ce ne sera pas forcément apporter une information si on n'est pas sûr de ce que ça veut dire ni de ce que ça peut vraiment apporter. J'aimerais donner un exemple pour confirmer la difficulté de nos journalistes comme Mme Coussin, c'est l'affaire du Lancet Gate. Vous avez tout le conseil scientifique, le ministre qui est médecin, le docteur Salomon qui est médecin, tous ces gens-là ont dit « Oh là là, chloroquine, non, non, on arrête, etc. » Aucun n'a vu, donc vous voyez, même des médecins qui se disent compétents, aucun n'a vu que c'était une vaste connerie, que c'était une opération publicitaire pour une petite société, ils se sont trompés de sujet. Alors comment voulez-vous, si même ces médecins ne sont pas capables de lire ces études médicales sérieuses, comment voulez-vous que les journalistes y arrivent ? C'est une pandémie qui a vraiment bouleversé et aucune pandémie n'a autant bouleversé comme la COVID-19. Et nous rappelons aux participants qui suivent ce webinaire que vous pouvez poser vos questions dans les commentaires sur Facebook ou dans la boîte de discussion via l'application Zoom. Monsieur Dr Gérard, il y a une question d'un participant et la question dit ceci, je la lis. Plusieurs fois, l'OMS a recadré un certain nombre de pays pour réajuster les chiffres donnés par ces pays sur le bilan de la pandémie. Pourquoi l'OMS doit jouer le gendarme autour des chiffres? Chaque pays a ses organismes, a ses méthodes de travail. Donc l'OMS n'a pas à leur dire vous avez faux, etc. Chacun travaille comme il a l'habitude de travailler avec les organismes qu'il a et les données qu'il a. C'est vrai que ce n'est pas uniformisé à l'échelle mondiale. Donc je crois que le problème de l'OMS, c'est ça. Il ne faut pas taper sur les pays en disant là vous avez tout faux. Non, chacun a ses habitudes. Donc on pourrait leur demander d'harmoniser ou leur demander de certaines modifications, mais ce n'est pas évident. On travaille avec des structures et des méthodes de travail qui ont des années. On ne peut pas changer du jour au lendemain pour une maladie. Madame Coussin, dites-nous, dans la collecte des données, quelles sont les statistiques auxquelles il faut se fier? Je veux dire, pour les journalistes qui veulent collecter les données, quelles sont les pistes que vous leur donnez? Où doivent-ils collecter les données pour s'assurer que les informations qu'ils offrent à leurs lecteurs sont des informations crédibles et fiables? Je pense que effectivement, il y a les sources un petit peu externes qu'on a citées, l'université de Johns Hopkins et puis le ECDC là, au niveau européen, enfin, mais qui traite du monde, hein, mais qui collectent déjà un certain nombre de données sur les tests, enfin, qui eux font déjà ce travail de revérification, enfin d'agrégation et de vérification un petit peu des choses. Donc ça permet déjà de faire pas mal de choses, surtout que c'est assez bien présenté, c'est assez facile à comprendre, c'est surtout bien expliqué à quoi correspond chaque donnée. Et puis après c'est regarder ce que produisent les agences nationales de santé. Donc ça, évidemment, ça peut être très variable d'un pays à l'autre en termes de qualité, de mise à jour, de récurrence. Mais je pense que dans tous les cas, il faut regarder ce qui est fait. Et quitte à ensuite compléter par voilà, des interviews, des reportages, en tout cas, même si les données ne sont pas complètes, justement, peut-être d'essayer de savoir pourquoi elles ne sont pas complètes ou par quel indicateur on peut un peu contrebalancer ça. Mais voilà un peu les conseils que je donnerais.
Monsieur Maurice, c'est la question qui a été adressée tout à l'heure au docteur Gérard concernant pourquoi l'OMS doit jouer le gendarme autour des chiffres. C'est une question d'un participant. Est-ce que vous, au Rwanda, vous avez été confronté à quelque chose comme ça, l'OMS qui joue le gendarme devant vous? Bon, je crois que ici les chiffres sont clairs et puis dans le task force, il y a aussi des internationaux, il y a aussi des gens qui travaillent pour des ONG. Donc, je dirais que nos chiffres sont fiables, mais comme je disais, les pays comme le Burundi, ils ont chassé les agents de l'OMS parce qu'ils les forçaient de donner des rapports sur le Covid, alors qu'eux ne veulent pas faire une intervention pour le Covid. Et donc, si, comme Madame Coussin le disait, si l'OMS veut harmoniser toutes les choses, si c'est Madame le docteur qui l'a dit, si l'OMS veut harmoniser toutes les choses, si l'OMS veut que tous les pays fassent comme, donc, qu'il y ait de l'harmonie, ils doivent jouer le policier parce que, comme le docteur Gérard l'a dit, il y a des systèmes qui étaient là pour des années, ils ne vont pas changer pour une maladie. Donc, il faut un policier. Docteur, ici, dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, au Togo, lorsque vous allez sur le site du gouvernement, vous avez par exemple le nombre de cas actifs, le nombre de cas confirmés, et il y a cet amalgame qui sont les personnes qu'on peut qualifier de cas actifs et de cas confirmés. Je ne sais pas, c'est variable. Qu'est-ce qu'un cas actif? C'est celui qui est contaminant. Maintenant, quelqu'un qui a du virus dans le nez, regardez les enfants. Ils sont actifs, ils ne sont pas contaminants. Ils contaminent beaucoup moins que les adultes. Pourquoi? On ne sait encore pas trop. Et ce qui serait intéressant, vous voyez, en France, on nous sort les chiffres, tant de testés, tant de positifs. Alors, on ne sait pas. Il y a des faux positifs dans ces positifs, il y a des porteurs sains et il y a des vrais malades. Et je trouve que ce qu'il faudrait donner, c'est uniquement le chiffre de malades. Aujourd'hui, on a tant de nouveaux malades. Et pour le savoir, il faut passer par le médecin. Or, l'État français, depuis le début, a court-circuité les médecins. Au début, on a dit, ce n'est pas la peine de vous traiter, prenez du Doliprane, c'est en vente libre en pharmacie, et puis quand vous allez moins bien, vous appelez le SAMU pour qu'on vous hospitalise. Aujourd'hui, on leur dit, testez-vous, allez-y autant que vous voulez, il y en a qui vont toutes les semaines, il y a les angoissés, c'est gratuit, allez-y, tout le monde va se tester, en croyant que ça va guérir de l'épidémie et de la maladie. Non, non, tester n'est pas traité. Donc tout le monde va se tester sans passer par le médecin. Je suis désolé, ce test, c'est un examen médical, ça doit être une prescription médicale. Et si on passait par le médecin, il pourrait lui déclarer chaque maladie, comme il le fait par obligation pour beaucoup de maladies. Donc là, on aurait tous les chiffres, on aurait tous les jours le nombre de nouveaux malades. C'est ça qui est le plus intéressant. Ce n'est pas les positifs, les pas positifs, les contaminants, les pas contaminants, etc. Et comme je vous l'ai dit juste avant que ça démarre, moi je me pose une question, c'est est-ce qu'on ne va pas dépister des gens qui ont guéri de la maladie, mais qui ont encore des chaînes d'ARN de virus morts dans le nez? Est-ce qu'on ne va pas aller les chercher, les multiplier? Parce que ces tests PCR, c'est un peu la mémoire de l'eau quelque part aussi. C'est pour ça qu'on a beaucoup de faux positifs. Madame Coussin, je reviens toujours à votre article que j'ai aimé. Vous dites, même incomplète, les statistiques restent un vecteur de connaissance et de compréhension indispensable. Oui, ben, je pense que c'est parce que si on attend la statistique parfaite, on ne l'a jamais et du coup, on peut jamais rien faire. Je pense que c'est quand même utile, voilà, tout en déconstruisant un petit peu certains mythes, de se dire que c'est la vérité vraie parce que c'est des chiffres, ce qui est bien sûr un écueil qui est un peu souvent fait. Mais par contre, je pense que c'est quand même indispensable d'utiliser ces chiffres. Et surtout, bah justement, voilà, ce dont on discute aussi aujourd'hui, de mettre en valeur les manques et les modes de collecte qui doivent être mis en place
pour que si ça se reproduit, ou en tout cas, ça met à jour en fait aussi les manques et ce qu'il faut mettre en place pour qu'on puisse récolter des nouvelles données, parce que demain, ce ne sera peut-être pas le coronavirus, mais ça peut être une autre maladie, peut-être plus ou moins grave, mais où ce sera quand même intéressant de se dire, bah, voilà ce que disait Gérard, de passer par les médecins, ça peut être un bon moyen d'avoir des infos calibrées, entre guillemets, on sait que c'est un peu le même seuil, etc. Peut-être des modes de collecte qui sont encore peu utilisés à l'heure actuelle. Je sais qu'il y a eu un gros effort en France sur les hôpitaux pour faire de la remontée de données de plein d'actes médicaux, etc. Mais je pense que voilà, c'est encore à creuser et que c'est pour ça que c'est important d'utiliser les statistiques pour que du coup, on soit toujours dans une recherche et une amélioration de ces outils. Alors, je suis assisté au cours de ce webinaire par un des modérateurs de notre forum qui est un journaliste scientifique basé au Rwanda, Emma Tuariman. Il aimerait également poser une question. Alors, ma question concerne justement à quel moment on peut estimer que les chiffres de nouveaux cas posent un problème pour la sécurité sanitaire d'un pays par rapport à la population. C'est la question que je peux poser. Ma question s'adresse plus spécifiquement au docteur ou à Maurice. Quelqu'un, je sais pas qui est. Vous voulez répondre? Moi, je vais vous répondre médicalement. Votre question, c'est à partir de quand les chiffres que vous recevez dans un pays peuvent être considérés comme dangereux? Je crois que tout dépend de la capacité d'accueil des services de réanimation, du nombre de lits, du nombre de respirateurs, etc. Tant que vous ne saturez pas cette capacité d'accueil, ce n'est pas dangereux pour le pays. Alors, comment le savoir? Eh bien, vous avez les chiffres des malades du jour, et puis vous savez qu'il y a un décalage. Peut-être que vous en avez très peu d'hospitalisés aujourd'hui et puis beaucoup de positifs, comme on a aujourd'hui en France. Le problème, c'est qu'il y a un décalage. C'est que 15 jours après qu'ils vont passer à l'hôpital. Ça n'est que 3 semaines, 4 semaines après qu'ils vont mourir. Donc, il faut tenir compte de ce décalage. Donc, vous êtes prévenu quelques semaines avant de ce qui va se passer. Et quand vous voyez que vous avez énormément de positifs, je vais dire de malades, parce que j'estime que c'est l'élément principal. Quand vous avez de plus en plus de malades, vous savez qu'ils vont passer, que vous en avez 10-15% qui vont passer à l'hôpital dans la semaine qui suit, que vous en avez X% qui vont passer en réanimation dans les 15 jours qui suivent. Quelle est votre capacité d'accueil? Donc ça devient dangereux médicalement. C'est la capacité d'accueil qui fixe le seuil de dangerosité. Médicalement, hein. Je ne parle pas du plan économique, c'est un autre problème. Mais dites-nous, docteur, quelle culture dans le COVID-19? Vous avez écrit un article dessus, mais c'était beaucoup trop scientifique. À qui vous aurez laissé là? Docteur Maurice? Oui, non, à vous, docteur. Alors, je n'ai pas tout à fait compris la question. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui tue dans le COVID-19. Qu'est-ce qui tue? Oui, j'avais fait un article. Mais qu'est-ce qui tue dans le Covid? On a fait beaucoup d'erreurs au début. On a dit que c'est un problème pulmonaire, c'est une pneumopathie. Il manque d'oxygène, donc on les a oxygénés à fond. On les a obligés avec des respirateurs à respirer. On les a mis dans le coma pour les faire respirer parce qu'ils n'y arrivaient pas. Et en fait, on n'arrivait pas à les oxygéner. Pourquoi? Parce que c'était un problème vasculaire. Les petits vaisseaux étaient bouchés. Donc vous pouvez, dans l'air, respirer, mettre tout l'oxygène que vous voulez, ça ne passe pas dans le sang, vu que les canaux sont bouchés. Donc qu'est-ce qui tue? C'est un problème vasculaire, essentiellement. Vasculaire, pulmonaire. Donc maintenant, on donne des corticoïdes, qui étaient quasiment interdits au début. Donc on a relevé certaines erreurs, mais là où je suis étonné, c'est que le taux de mortalité dans les services de réanimation, il reste élevé. Il reste élevé. Madame Coussin, il y a une question, mais cette question adressée à un journaliste. Et je lis rapidement la question. Je paraphrase plutôt. Pourquoi le MES est contre le traitement du COVID-19 par les plantes comme l'a fait au Cameroun un archevêque, alors que le prélat a fait des sorties médiatiques pour justifier l'efficacité de son produit? On a vu des patients faire des témoignages. Ne peut-on pas aujourd'hui dire que l'OMS est un défenseur des intérêts des firmes pharmaceutiques occidentales? Une grosse question qui...
Là, moi, je ne serais pas en mesure de répondre à ça. Ce serait un travail d'enquête plus poussé. Après, je pense que c'est toujours compliqué. C'est toujours difficile d'identifier les responsabilités des uns et des autres et de savoir ce qu'un tel organisme ou tel autre aurait dû faire. Je pense qu'en tout cas, a posteriori de cette crise, c'est sûr qu'il y aura après le temps de l'analyse plus froide et plus mesurée sur tout un tas de sujets, de manière de gérer la crise, de communication voilà, dans les pays. Ça, c'est certain que ça viendra sûrement dans un temps d'eux, quand on aura plus de recul sur les choses, en fait, aussi. Bon, moi, je dirais que un médicament, docteur Gérald, c'est mieux que moi. Un médicament, ce n'est pas que ça guérit seulement. Il y a aussi des effets secondaires. Il y a aussi des effets qui peuvent être même maléfiques après des années et des années. Je pense que OMS, je suis pas sûr, OMS a un protocole pour accepter des médicaments, mais il faut considérer tous ces facteurs. Ce n'est pas que ça guérit seulement qu'on va accepter. Ça peut guérir, mais causer d'autres problèmes, même plus comment dirais-je, plus sérieux que la maladie qu'on voulait traiter. Alors, si les plantes guérissent, c'est bon, ça guérit, mais on ne sait pas, il n'y a pas d'études poussées pour voir c'est quoi les effets secondaires, c'est quoi, et ça guérit en combien de temps. C'est parce qu'on consomme la plante, on est guéri, peut-être qu'on n'est même pas guéri parce qu'on peut se sentir bien, mais on n'est pas guéri. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas d'études profondes, scientifiques, qui prouvent que ce médicament guérit et puis qui va aussi donner les effets secondaires de ce médicament. Docteur Gérard, il y a encore un participant qui revient sur votre intervention tout à l'heure pour poser la question qui est sûre. Dans la plupart des pays africains, les services de réanimation sont quasiment inexistants. Alors, à quel moment peut-on estimer que les statistiques sont dangereuses dans ce cas-là? Il n'y en a pas, ça veut dire que c'est dangereux, mais bon, on s'aperçoit que les pays africains se débrouillent très bien, malgré des moyens sanitaires qui sont beaucoup moins importants, ça on est tout à fait d'accord. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on craignait une catastrophe en Afrique, en disant mais avec les moyens qu'ils ont, qui ne sont pas les mêmes que dans certains pays, ça va très mal se passer. Ça se passe bien parce que, bon, pour moi, il y a peut-être un problème ethnique, il y en a peut-être d'autres aussi, il y a peut-être des médicaments, il y a peut-être des vaccins, comme on en a parlé tout à l'heure, il y en a peut-être beaucoup qui prennent des plantes et de la médecine traditionnelle, et je pense que, vous savez, les plantes, la plupart des grands médicaments sont issus de plantes, hein, ça c'est clair et net, donc les plantes, pourquoi pas. À partir de quand c'est plus dangereux quand on a moins de lits, donc le seuil sera plus bas. Le seuil sera plus bas dans ces pays, mais bon, heureusement, ils sont protégés par autre chose. On ne sait pas trop par quoi, on le saura peut-être demain. Le problème, je vais revenir sur les plantes et les médicaments. Aujourd'hui, le problème a été abordé d'une telle manière qu'on ne sait plus. Je vois pour la chloroquine, on ne sait plus si ça marche, si ça ne marche pas. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. On a réussi à tout embrouiller, alors que dès le début, par exemple, quand Raoult a dit ça marche dans telles conditions, il aurait fallu que quelqu'un d'autre le vérifie. On ne l'a pas fait. Raoult disait en ambulatoire, c'est ce qui est fait d'ailleurs dans beaucoup de pays africains, de l'Afrique du Nord jusqu'au sud. Je vois le Sénégal, ils traitent tous, ils ont beaucoup moins de morts que chez nous parce qu'ils traitent à la chloroquine dès le premier jour et ils traitent tout le monde. Et il a dit, il faut traiter en ambulatoire. Et nous, on lui répond, regardez, ça ne marche pas à l'hôpital. Ça a été un dialogue de sourds depuis le début, ce qui fait qu'on n'arrive plus à savoir si ça marche, si ça ne marche pas. Moi, j'avais dit dès le mois de mars, dans un de mes billets, on n'a pas de traitement. Il y en a peut-être un qui marche. Donc, chaque fois qu'un médecin crédible, hein, parce qu'il y a aussi des fous chez les médecins, chaque fois qu'un médecin crédible dit qu'il a une information qui traite ses patients de telle manière, il faut chaque fois vérifier. Aujourd'hui, on le monte du doigt, on lui dit stop. Moi, j'ai des confrères qui traitent à l'ivermectine. L'ivermectine, c'est pour la gale. Ils ont 100% de résultats chez 100 patients. Aucun à l'hôpital. Et ça, dès le départ, alors qu'on avait 20% de morts. Donc, chaque fois que quelqu'un dit « je trouve ça, ça peut marcher, chez moi ça marche » sur un petit nombre, il faut tout de suite le faire vérifier par quelqu'un d'autre sur une série un petit peu plus grande. Et tous les médicaments, on aurait dû les prendre comme ça. Alors, on vient d'avoir une publication de l'Institut Pasteur qui a fait comme ça, mais qui a testé 2000 médicaments existants pour savoir s'ils pouvaient marcher. Ils en ont un qui marche
in vitro. Alors tout de suite, ils demandent 5 millions. Je suis désolé, la chloroquine, elle marchait très bien in vitro. Certains disent, y compris l'Institut Pasteur, que ça ne marche pas si bien in vivo. Mais il y a certainement des médicaments qui ne seront pas la panacée, mais qui vont faire quelque chose. Comme la chloroquine, peut-être ça ne guérit pas, mais apparemment, et c'est ça qu'on n'a pas vérifié, ça diminue la charge virale. Et qui dit diminution de la charge virale, dit diminution de la contamination, donc de l'épidémie. Donc même si on ne guérit pas, on va diminuer la nanjye diffusion. ntabwo nabikurikiye ariko nagiye kuri Christus gato 10 minutes harabafite. Voilà. Bon. Donc, l'Institut Pasteur fait ce qu'il aurait fallu faire, mais je trouve que plutôt, on aurait dû le faire sur le terrain et pas uniquement dans les éprouvettes. Parce qu'il y a des médecins qui traitent, il y a des médecins qui sont contents, il y a notamment l'azithromycine dont on parle peu. Moi, j'ai des confrères, il y a mon successeur à la caisse de retraite, sa femme est médecin généraliste, ils ont dû en traiter 200 ou 300, ils n'ont envoyé personne à l'hôpital. Ils traitent maintenant dans les EHPAD où il y avait des morts, il n'y a plus de morts dans les EHPAD où ils sont. Et ça, on ne le regarde pas, on n'écoute pas les médecins traitants sur le terrain et on n'a pas regardé ce qui se passait sur le terrain. Par contre, je vois en Afrique où ils ont beaucoup moins de problèmes, eh bien, il y a des gens qui traitent. Chez nous, on a dit qu'il ne faut pas traiter. Le traitement est un réel problème, ce qui fait qu'on ne sait plus où on en est. On a réussi à complètement brouiller les choses, brouiller le message médical. C'est impressionnant la manière dont ça a été traité depuis le début. Madame Toussaint, en France, la question de la chloroquine divise toujours et on reproche beaucoup au docteur Raoult de n'avoir peut-être pas respecté les méthodes scientifiques. Partagez-vous l'avis du docteur Gérard sur cette question? En tout cas, je partage sur le côté où on ne sait pas trop où on en est et finalement, on n'arrive plus à faire le tri entre ce qu'il faudrait regarder, ce qu'il faudrait faire, etc. Et ce que je déplore un petit peu, c'est que finalement, c'est un débat qui est arrivé sur la place publique, alors que je pense que ça a aussi brouillé les choses, alors qu'on se dit, mais ça, c'est effectivement des choses. S'il faut faire des tests en plus, lançons les tests. Si il doit faire des études, faisons des études. Mais là, c'est devenu un peu en plus un truc de pour ou contre. Chacun donne son avis et son sentiment. Et effectivement, ça brouille un petit peu. Je pense qu'on a aussi besoin un peu de remettre chaque métier un petit peu à sa place, que voilà, les scientifiques s'occupent de ça, les politiques de ça, les journalistes de ça, et pas un peu cet amalgame qu'on a pu avoir ces derniers temps et qui effectivement brouille le message et finalement ne sert plus parce qu'on va être après vite sur des logiques en plus un peu complotistes où du coup on ne sait plus trop qui on doit croire, est-ce qu'on doit suivre les gestes barrières ou pas, est-ce que machin. Donc, c'est plutôt, je déplorerais plus ça, effectivement. Docteur, pourquoi l'OMS n'a pas validé les découvertes phytosanitaires au Madagascar pendant que le caractère scientifique au niveau national a été approuvé? Ce n'est pas moi qui pose la question, mais c'est un participant. C'est pour Maurice ou pour moi? Pour docteur Gérard. Je ne sais pas ce qui se passe à Madagascar. Allô, Kossi, vous m'entendez là? Allô? Oui, oui. Alors, il y a une autre, je crois que la question est adressée à Maurice plus spécifiquement ou bien au docteur. Peut-être que les deux vont partager la question. Donc, la question concerne la question du taux de contamination assez bas en Afrique se pose. Comment expliquer que les données statistiques sont aussi faibles en Afrique des personnes dites positives au COVID-19? Bon, en ce qui concerne les statistiques, ça peut être plus les moyens de collecte de données. Comme quoi, par exemple, si un pays a un pouvoir de test, de faire 500 tests par jour, ils ne vont pas avoir 500 positifs, ils vont avoir 10 ou 15. Mais si un autre pays a la capacité de tester 20 000 personnes, 30 000 personnes par jour, ils vont avoir 500 personnes. Donc, en Afrique, c'est plus les moyens que ne pas vouloir publier les chiffres ou une autre chose. Aussi, comme on l'a dit avant, si on a peu de positifs, c'est parce qu'il y a quelque chose à voir avec les chromosomes, avec la génétique et aussi avec les antécédents médicaux.
J'avais oublié aussi que le climat parce que le corona, c'est comme une grippe. Et puis, dans beaucoup de pays d'Afrique, il fait chaud. Donc, le climat aussi a une influence, sûrement. À vous, docteur, d'ajouter quelque chose? Non, sinon que c'est vrai qu'on a dit qu'on aurait peut-être une deuxième vague à l'automne. Je suis désolé, la deuxième vague, elle a commencé à arriver en août, alors qu'il faisait très chaud, on était en pleine canicule. Donc le problème de température, je ne vois pas. Par contre, le froid qui favorise, quand on voit les clusters qu'on a eus dans les gens qui travaillent euh, dans les abattoirs, avec une contamination fantastique, ça, oui. Le froid, dans ces cas-là, oui. Alors, est-ce que c'est le confinement? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il est si saisonnier que ça? Je n'ai pas l'impression. D'accord. Nous sommes presque à la fin de ce webinaire prévu pour 1 heure. Madame Coussin, est-ce que vous avez des conseils à donner à vos collègues journalistes qui vous suivent en ce moment? Non, bah, je pense que ce sera un petit peu reprendre ça. Déjà, ne pas se mettre de barrière, entre guillemets, et d'essayer. Parce que voilà, il faut toujours tenter, même si des fois les chiffres ont l'air compliqués ou bizarres. Et ne pas hésiter à voilà, s'appuyer après sur effectivement soit d'autres journalistes qui ont fait pareil dans d'autres pays. Nous, on regarde quand même beaucoup ce qui se fait dans les médias anglo-saxons. Hein. Ça nous aide aussi à avoir des idées ou pouvoir comparer des choses et pouvoir s'appuyer sur des experts ou tout ça pour justement donner du contexte. Voilà, on est passé un petit peu le chiffre brut, donner du contexte et finalement se dire que c'est comme tout métier de journaliste. Hein, on a une information, là les chiffres c'est une information. Après faut la croiser, faut la vérifier et puis la contextualiser quoi. Docteur Gérard, un mot à ajouter? Moi, je dirais que les difficultés de la communication en matière de Covid, c'est le fait que la médecine n'est pas une science exacte. Prenez des renseignements ou des conseils auprès de 3 médecins, vous risquez d'avoir 3 avis différents, malheureusement. D'où la difficulté de communication. Est-ce que j'ai pu remarquer durant cette pandémie, c'est que les journalistes sont amenés à communiquer l'incertitude? Tout à fait. Monsieur Maurice, la parole est à vous. Moi, je dirais que même si les chiffres ne sont pas exacts, même si ils ne sont pas bien, il y a toujours une information derrière. C'est ça que les journalistes doivent creuser et trouver cette information et la présenter. C'est ça mon dernier mot. Merci beaucoup pour toutes vos belles interventions. Comme je l'ai expliqué au début de ce webinaire, c'est un forum que le Centre international des journalistes a lancé. Et le forum rassemble non pas seulement les journalistes, mais aussi les experts de la santé de renommée mondiale. C'est un espace pour qu'ils puissent travailler en confrères et pour qu'ils puissent ensemble apporter une réponse à la pandémie de COVID-19. Parce que accéder aux scientifiques et aux experts de la santé en cette période de pandémie est tellement difficile. Et ce forum connecte les scientifiques aux journalistes et ça permet de donner aux populations, aux citoyens une bonne information parce qu'une bonne information en ce contexte sanitaire peut sauver des vies. Merci à nos panélistes pour nous avoir accordé leur temps et pour avoir passé ce moment ensemble, un moment durant lequel des savoirs, des connaissances ont été partagés. Nous avons lancé un sondage, le lien a été envoyé par mon collègue Emma Chouariman. Le sondage permet aux participants et aussi aux panélistes de nous dire si ce webinaire a été utile, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, quelles sont leurs recommandations, afin que nous puissions améliorer nos prochaines offres. Merci à tous encore une fois. Et pour ceux qui n'ont pas encore rejoint notre forum, c'est sur Facebook. Allez dans le moteur de recherche, forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. Nous sommes environ 1500 journalistes dans le forum. Et excellente soirée à vous tous. Merci. Merci.